n'ai pas l'entrée. Là, Maintenant, là c'est bon. Donc, les trois axes, donc, ce sera le premier axe, c'est-à-dire commerçant et les actes de commerce. Donc, vous aurez des questions relatives à cet axe, donc commerçant et actes de commerce. Vous aurez le deuxième axe, fonds de commerce et les contrats qui portent sur le fonds de commerce. Et le troisième, le droit de société. Et par rapport au droit de société, donc, je vais proposer des questions par rapport à la SARL et uniquement pour les points que nous avons traités, parce qu'on n'a pas traité tous les aspects relatifs à la société à responsabilité limitée. Donc, uniquement la question sur la gérance et sur les assemblées. Donc, aujourd'hui, je vais traiter avec vous la question des assemblées. Alors, voilà, les assemblées. Alors, pour la question des assemblées, alors dans une société à responsabilité limitée, nous avons donc le représentant légal de la société, c'est-à-dire le gérant, et nous avons les associés. Et les associés, ils prennent des décisions, soit en assemblée générale ordinaire, soit en assemblée générale extraordinaire. C'est-à-dire que pour prendre un certain nombre de décisions, il faut que les associés se réunissent. Et quand ils se réunissent soit en assemblée générale ordinaire, soit en assemblée générale extraordinaire. Alors la différence entre une assemblée générale ordinaire et une assemblée générale extraordinaire, c'est l'impact de la décision sur les statuts de la société. Donc si la décision à prendre aura un impact sur les statuts, c'est-à-dire il va s'en suivre une modification statutaire. Par exemple, je vais vous donner des exemples. Je veux augmenter le capital social. Ben, c'est une décision qui va impacter les statuts. Donc, il y aura une modification des statuts. Ben, cette décision doit être prise en assemblée générale extraordinaire. Je veux réduire le capital. Eh bien, il y aura un impact sur les statuts. Donc, la décision est prise en assemblée générale extraordinaire. Je veux, par exemple, transférer le siège social. Transfert de siège social. Donc, il y aura une modification statutaire. Donc, forcément, la décision est prise en assemblée générale extraordinaire. Toutes les autres décisions, c'est-à-dire les décisions où il n'y aura pas d'impact sur les statuts de la société, elles sont prises en assemblée générale ordinaire. Mais en tout cas, s'il y a une assemblée générale ordinaire à retenir, c'est celle qui doit se prononcer sur l'approbation des comptes. L'approbation des comptes. C'est-à-dire que les états de synthèse, voilà, je parle votre langage, hein, les états de synthèse, le bilan, le CPC, le tableau de financement, l'état des informations complémentaires, etc. Donc, une fois arrêté arrêté au sens établi, hein, établir. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Établir les états de synthèse par le gérant, parce que c'est le gérant qui établit les états de synthèse. Il va donc les présenter les états de synthèse à l'Assemblée générale ordinaire. Et donc, c'est l'Assemblée générale ordinaire qui va approuver, donc c'est pour ça que je parle d'une approbation des comptes. Donc, vous définissez une chose, c'est que les décisions
coupez vos micros, s'il vous plaît. Ou alors, dites-moi, est-ce qu'il y a moyen de couper le son? Moi, je pense que là, c'est bon. Ok. Donc, je pense que c'est par inattention, donc vous avez vous avez activé votre micro. Enfin, vous pouvez les activer, mais quand vous avez une question. Sinon, pour avancer. Alors, donc, là, les décisions, elles sont prises soit en assemblée générale ordinaire, soit en assemblée générale extraordinaire. Donc, vous l'avez compris, donc c'est la nature de la décision à prendre. Si la décision à prendre a un impact sur les statuts, donc elle sera prise en assemblée générale extraordinaire. Si maintenant il n'y a pas d'impact sur les statuts, la décision est prise en assemblée générale ordinaire. Mais le point le plus important, c'est qu'au-delà justement de la nature de la décision et au-delà de la nature de l'Assemblée, est-ce que c'est une Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, ce qui est important, c'est ce que nous appelons les règles de quorum et les règles de majorité. Alors, un quorum, c'est-à-dire c'est le minimum du capital. Enfin, il y a des situations où on raisonne aussi par rapport au minimum de membres, mais là, pour les assemblées générales, on raisonne minimum de capital. Donc, le minimum de capital qui doit être présent, le jour de l'assemblée générale. Donc, ce minimum de capital qui est prévu par la loi et qui doit être présent le jour de l'assemblée, on l'appelle un quorum. Alors, je vais essayer de vous présenter ça de manière un peu plus élégante, sous forme d'un tableau. Donc, en assemblée générale ordinaire et en assemblée générale extraordinaire. Donc, le quorum, même si, enfin, c'est un U, mais c'est le quorum. Voilà. Donc, le quorum. Quand le gérant adresse une première convocation, ce quorum qui est imposé, qui est exigé par la loi, c'est 50% du capital social. C'est-à-dire que les associés présents le jour de l'assemblée, ils doivent représenter 50% du capital social. Si je n'arrive pas, quand je dis je, c'est-à-dire moi en tant que gérant, parce que c'est moi qui ai convoqué les associés, et très souvent c'est moi qui préside l'assemblée, donc je vais constater que le quorum n'est pas atteint. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à réunir autour de la table les associés qui représentent 50% du capital social. Dans ce cas, je ne délibère pas et j'adresse aux associés une deuxième convocation. Et là, donc, il n'y a pas de minimum, C'est-à-dire que quand on adresse aux associés une deuxième convocation, la loi n'a pas prévu de minimum. Donc, je peux très bien tenir une assemblée générale avec la présence d'un associé qui détient 1%. Maintenant que le quorum est atteint, il y a une majorité. Et cette majorité, c'est une majorité simple. C'est-à-dire 50% des voix présentes ou représentées. Donc ça, c'est une majorité simple. 50% des voix présentes plus une voix. Alors, comment vous expliquer ça? Admettons que le gérant adresse une convocation, une première convocation
aux associés. Et nous avons par exemple A, B, C, D et E. A qui détient 10%, B qui détient 40%, C qui détient 30%, donc ça fait 80, 10 et 10. En tout cas, il faut que nous ayons 100%. Je pense que le compte est bon, 40, 70, 80, 90 et 100. Alors, le jour de l'assemblée, A est présent, D est présent et E présent. Donc A, il représente 10%, D, il représente 10% et E représente 10%. Donc les trois totalisent 30%. Donc je n'arrive pas à faire quoi? À réunir le minimum qui est prévu par la loi. Donc A, D et E ne peuvent pas prendre une décision. Pourquoi? Parce que le capital présent est inférieur à 50%. Mais si, par exemple, le jour de l'assemblée, vous avez A qui est présent et B, et bien A il a 10% et B il a 40%, donc les deux ils totalisent 50%, donc les deux peuvent délibérer, il n'y a pas de problème. Donc pour délibérer, il faut absolument réunir 50% du capital social. Vous avez par exemple A qui est présent, C qui est présent, donc ça fait 10 plus 30, ça fait 40, inférieur à 50%, je ne peux pas délibérer. Quand je dis délibérer, ça veut dire on se met autour d'une table et on décide. Donc, je pense que ce point, vous l'avez compris, pour que l'Assemblée soit régulièrement constituée, il faut réunir 50% du capital social. Donc maintenant, ça c'est le quorum, et je vous ai parlé de la majorité. Qu'est-ce que ça veut dire la majorité? La majorité, c'est-à-dire que si je prends par exemple le cas où vous avez A qui est présent, B présent, C présent, D présent et E présent, ça veut dire que tous les associés sont présents. Je prends le capital présent, c'est-à-dire 100%, je divise par 2, ça me fait 50, plus une voix, ça veut dire que les associés qui détiennent 50%, 51% du capital vont influencer la décision. Pourquoi? Parce qu'ils totalisent 51% des voix. Mais admettons que le jour de l'Assemblée, je n'ai que A, B et C. Donc ça vous fait 10, 40 et 30. Donc le capital présent, il est de combien? Il est de 80%. Donc je divise par 2, ça me fait 40, et j'ajoute une voix, donc ça me fait au total 41% du capital social. Donc, à ne pas confondre avec le quorum. Le quorum, c'est-à-dire c'est le minimum du capital qui doit être présent le jour de l'Assemblée pour déclarer l'Assemblée régulièrement constituée. Mais la majorité, c'est-à-dire que pour la prise de décision, la majorité est une majorité simple. Donc, c'est le capital présent. Allô? Oui, monsieur. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien, parce que j'ai l'impression qu'il y a un écho. Hein. Et là, vous m'entendez? Oui, monsieur. Parfait. Donc, je pense que le message, vous l'avez décrypté, vous l'avez compris. Donc, vous avez un quorum, et le quorum, c'est le minimum de capital qui doit être présent le jour de l'Assemblée. Et la majorité, c'est-à-dire à l'intérieur de ce minimum qui est présent le jour de l'Assemblée, il faut prendre une décision, et la décision, elle est prise par les associés qui représentent 50%, mais des voix, et pas 50% du capital.
Je vais peut-être prendre un autre exemple. Donc, vous avez A, B, C, D, E et F. 10%, 30%, 10%, 30%, 10 et 10. Alors, pour déclarer l'Assemblée générale régulièrement constituée, il faut toujours viser 50% du capital. Donc là, on va retenir toutes les combinaisons possibles pour que l'Assemblée soit régulière. Donc, soit le jour de l'Assemblée, vous avez A, B et C. Donc là, c'est bon. Pourquoi? Parce que 10 plus 30 plus 10. Donc, ça fait 50. Donc, c'est bon. Vous avez, par exemple, deuxième configuration, vous avez A, D et E. Là encore, j'ai 10 plus 30 plus 10. Donc, j'ai 50. Pas de problème. OK. Et si vous avez, par exemple, troisième configuration, vous avez A, C, E et F, là, vous avez un problème. Vous ne pouvez pas délibérer. Pourquoi? Parce qu'ils totalisent 10, 10, 10 et 10. 40%. 40% et 40% inférieur à 50, ils ne peuvent pas prendre de décision. Donc, ça veut dire que je ne raisonne pas nombre, parce que si vous raisonnez nombre, là, vous avez 4 contre 3. Donc, quand on prend les décisions dans une société à responsabilité limitée, je ne raisonne pas nombre d'associés, je raisonne capital social. Mais quand je veux prendre une décision, donc là, c'est juste pour dire le quorum exigé par la loi est atteint. Donc, on atteint le quorum. Donc, OK, Assemblée générale régulièrement constituée. Donc, il faut qu'on prenne une décision. Par exemple, est-ce qu'on est d'accord ou pas? Donc, dites-moi, est-ce que vous êtes OK ou pas? Ou alors, est-ce que vous êtes favorable ou défavorable? Donc là, vous avez un tableau. Donc, par exemple, A, il va vous dire je suis favorable. C va vous dire non, je ne suis pas favorable, donc c'est défavorable, etc. Donc, à un certain moment, il faut qu'on se mette d'accord. Est-ce que c'est OK, favorable ou pas? Et pour cela, la règle, vous l'avez comprise, mais je me répète pour enfoncer davantage le clou. La règle, c'est de dire, par exemple, dans la première configuration, c'est de dire j'ai 10 plus 30 plus 10. Ça fait 50. Je divise par 2, ça fait 25. Plus une voix, ça fait 26. C'est-à-dire que les associés qui totalisent 26% peuvent influencer la décision. Pourquoi? Parce que j'ai 50, 26 contre 24. Si 26 disent oui et 24 disent non, ben ça sera oui. Donc, c'est pour ça que je prends le capital présent, je divise par 2 pour avoir 50% et j'ajoute une voix. Dans la deuxième configuration, ça sera 10 plus 30 plus 10, ça fait 50. Ben, idem, je divise par 2, ça fait 25 et j'ajoute une voix. Dans la troisième configuration, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que le quorum n'est pas atteint. Mais si j'adresse une deuxième convocation, et là, suite à cette deuxième convocation, je n'ai que A et C, c'est que c'est bon. 10 plus 10, ça fait 20. Je divise par 2, ça fait 10. Il faut que j'ajoute une voix. Généralement, dans ce genre de situation, vous avez des blocages. Pourquoi? Parce que si A dit oui et C dit non, ben bonjour l'ambiance. Ça veut dire qu'on ne va pas trancher. Après, il y a des solutions qui sont prévues. Ça veut dire que A et C vont se mettre d'accord sur celui qui va présider l'Assemblée. Et donc, finalement, c'est le président qui va l'emporter. Pourquoi? Parce que sa voix est prépondérante. Et donc, il va influencer les décisions. Donc, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que en Assemblée générale ordinaire, j'ai un minimum de capital qui doit être présent le jour de l'Assemblée, ce que nous appelons le quorum. Ce quorum il est de 50% lors de la première convocation. Et il n'y a pas de minimum dans la deuxième convocation.
Et une fois j'observe, je constate que le quorum est atteint, je vais passer à une autre étape, c'est l'étape prise de décision. Et là, il faut une majorité, et cette majorité, c'est une majorité simple, c'est-à-dire 50% des voix présentes, plus une voix. Pour les assemblées générales, le problème ne se pose pas. Pourquoi? Parce que ce sont les associés, ou bien l'associé, qui détient les 3/4 du capital social, qui influence les décisions. Donc, le jour de l'Assemblée générale extraordinaire, si parmi les associés, vous n'avez pas l'associé ou les associés qui totalisent les 3/4 du capital social, eh bien, vous ne pouvez pas délibérer. Je ne sais pas, est-ce que je me suis fait. Je sais que le sujet est un peu difficile, mais j'ai essayé de vous l'expliquer. Est-ce que c'est bon? Allô? Oui, monsieur. Parfait. Parfait. Monsieur, Oui? toujours on divise par deux. ما سمعتكش. Toujours on divise par deux. Voilà, Yani, quand on vous dit une majorité simple, c'est-à-dire à chaque fois, même dans les autres formes juridiques, ce n'est pas le spécifique à la SARL. Vous avez les associés, donc A, B, C, D, E. Je fais le calcul, donc je prends par exemple 5%, 10%, 40%, 1% et 10, et 14, comme ça pour que j'ai un chiffre rond. Donc ça vous fait 14 plus 1, 15 plus 5, ça fait 20. 20 plus 10, ça fait 30. Donc je suis à 70. Maintenant, je veux qu'on prenne une décision. Il faut que je détermine ce minimum qui va influencer la décision. Donc je prends toujours le total, je divise par 2, ça fait 35. J'ajoute une voix, ça fait 36. Pourquoi les associés qui détiennent 36 vont influencer la décision? Parce que vous avez au total 70, moins 36, ça va vous faire 34. Donc si 36 disent oui, ben ça sera oui, parce que 34 ne peuvent pas s'opposer à la décision, parce qu'ils n'ont que 34. Donc c'est pour ça que je divise par 2 et j'ajoute une voix. Autrement dit, pour prendre cette décision, il faut par exemple que C soit d'accord. Parce que si C n'est pas d'accord, eh ben 14 plus 1 plus 10 plus 5 ne totalise pas 36. Allô? Oui, monsieur, oui. Donc il faut absolument, Oui, c'est clair, monsieur. il faut absolument l'accord de C. Donc vous avez 1, 2, 3 et 4. Donc finalement ce sont 4 contre 1, mais malheureusement les 4 n'ont pas pu réunir les 36. Donc c'est celui qui a 36, à partir de 36, il va influencer la décision. Autrement dit, si je prends par exemple une autre configuration, et là je prends 35%, donc je vais devoir ajouter, bon, pas la peine, je fais le calcul, donc ça vous fait 14, 15, 20, 20 et 10, 30, donc vous êtes à 65. Vous êtes à 65. Donc je divise par 2. Ça fait 32. Donc 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. Donc 32 plus une voix. Donc ça fait 33. Parce que en fait, je ne peux pas mettre 32,5 parce que je ne fractionne pas. D'accord? Oui, monsieur. Donc ça vous fait 32 plus 1, ça fait 33. Donc si 33 disent oui, eh bien si oui, pourquoi? Parce que les autres n'auront plus que 32. Je ne sais pas, est-ce que le principe est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur. Oui. Donc là encore, si c'est dit non, eh bien c'est non. Pourquoi? Parce qu'il a 35 et 35 est supérieur à 33. Está claro? Claro. C'est clair. Claro.
Muy bien, muy bien, muy bien. Euh, alors, donc qui s'aime pas sur le commercial. Je vais vérifier si j'ai une partie pour le droit de société. Sinon, je vais faire indépendamment de ça. Voilà, rattrapage. En fait, l'année dernière, l'année dernière, je n'ai pas intégré le droit de société parce que enfin, je ne l'ai pas intégré parce que je n'ai pas eu le temps de traiter le droit de société. Mais j'étais sûr que pour les années précédentes, je dois avoir au moins un QCM traite du droit de société. Voilà. Alors, par exemple, voilà. Très bien. Donc, c'est à partir de la question numéro 11. C'est bon, c'est partagé? Oui, monsieur. Très bien. Alors, la loi prévoit différentes conditions relatives aux associés d'une salle. Alors, l'associé peut être une personne physique ou une personne morale. L'associé a une responsabilité solidaire. L'associé a une responsabilité limitée au montant de ses apports. Le nombre des associés est illimité. Un associé unique peut constituer une SARL. Alors, pour A, je vous écoute. A, C'est juste, monsieur. ou alors dites-moi les bonnes réponses. Qu'est-ce que je dois C'est, cocher? c'est, Monsieur C et E. Et D. Non, on a 50, c'est le maximum. Alors déjà, est-ce que l'associé peut être une personne physique ou une personne morale? Monsieur qui connaît les personnes physiques. Oui. Non, je n'ai jamais dit ça. Un associé peut être une personne physique ou une c'est les personne gérants, morale. c'est les gérants. L'associé peut être une personne morale. Oui. D'accord, monsieur. Donc c'est C'est les une bonne gérants. réponse. L'associé a une responsabilité solidaire. Non, Oui, c'est monsieur. faux. Non. Non, c'est L'associé a faux. une- Non. c'est faux, oui. L'associé a une responsabilité limitée au montant de ses apports. Oui, monsieur. Oui, 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 c'est juste. oui, monsieur. Donc c'est bon. Le nombre des associés est illimité. Faux, monsieur. Bon, pourquoi? Monsieur hit le maximum, moi 50. Très bien. Un associé unique peut constituer une SARL. Oui, monsieur. Non, monsieur. Oui. Là, c'est faux. Là, Oui, Oui. monsieur. Là, le cas ديال SARL individuel. là, justement, la question, il y a un associé unique peut constituer une SARL à associé unique. Mais un associé unique ne peut pas constituer une SARL. Pour constituer une SARL, il faut être deux. Allô? Monsieur, j'ai pas compris. C'est-à-dire que je veux créer une SARL
Si c'est une SARL, il faut deux. Si c'est une SARL à associé unique, c'est un. C'est-à-dire, je ne peux pas être un dans une SARL. Il faut que ce soit une SARL à associé unique. Ah oui, monsieur, j'ai compris. C'est-à-dire que dans les statuts, il faut mettre SARL à associé unique. Tu ne peux pas mettre SARL alors que vous êtes un seul associé. Oui, monsieur. Donc, il faut faire attention à ce détail. Allez, numéro 12. Le capital social d'une SARL a un montant minimal légal de 10 000 est divisé aux parts sociales qui ont une valeur nominale minimale légale de 100 dirhams. Il peut être souscrit et libéré intégralement et immédiatement. Il est divisé en parts sociales qui sont négociables et divisé en parts sociales qui sont librement cessibles entre conjoints, ascendants, descendants et associés, sauf clause contraire des statuts. C'est F, monsieur. Alors, commençons par A. Faux, monsieur. Pas de minimum, monsieur. Pas de minimum. Donc, il n'y a pas de minimum, donc il ne faut pas la cocher, pas de minimum. Il est divisé en parts sociales qui ont une valeur nominale minimale légale de 100 dirhams. Non. Non. Peut être souscrit et libéré intégralement et immédiatement. Non. D'accord, quand vous dites non, pourquoi c'est non? Me- Monsieur, c'est juste حيتاش نقدروا يا نعطيوه نقا يا نقدروا نعطيوه بارسيال. Là, d'accord, votre réponse est correcte, Mouziane. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce n'est pas une bonne réponse? Parce que, monsieur, pour vendre les parts sociales, on a. Eh ben, quand j'ai posé la question de cette manière, enfin, c'est parce que j'ai mis peut-être. Attention, vous avez ici, vous avez deux éléments. Vous avez souscrit et libéré. Donc, il y a la souscription et la libération. Et ça, vous l'avez certainement vu dans votre cours de compta de société. C'est-à-dire que le capital doit être intégralement souscrit. Donc, il ne peut pas être partiellement souscrit. Je ne sais pas, est-ce que vous me suivez ou pas? Oui, monsieur. Donc, un capital, il doit être intégralement souscrit. C'est-à-dire que, par exemple, M. Ghalib est associé et il souscrit 100 dirhams. Je dois souscrire 100 dirhams. Je ne peux pas vous dire, allez, je vais mettre 80 et je suis sur le point de vendre un appartement et je vais compléter. Je ne peux pas vous dire ça. À partir du moment où je souscris 100, ça veut dire que je m'engage à apporter 100. Mais la Donc, libération, تقدر تكون Wow. Donc, la souscription, elle doit être intégralement, mais la libération, vous avez capital libéré et capital non libéré. Le minimum à libérer, c'est 25. Le reste, c'est 75%. Et pour les 75, dans une SARL, c'est 5 ans. Et dans une SA, c'est 3 ans. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est cette partie. Donc, doit être souscrit, doit être libéré, mais pour 25%. Mais est-ce qu'il peut être intégralement libéré? Évidemment. Évidemment. Donc, peut être intégralement ou peut-être partiellement, ben, le peut-être a un sens. Mais pour la souscription, ça doit être doit.
et pas peut. Je ne sais pas, est-ce que je me suis fait comprendre ou pas? Oui, monsieur. C'est-à-dire que ce qui a faussé en fait la phrase, Peut-être. si j'avais, voilà, si j'avais mis par exemple, voilà, je mets par exemple, le capital Le peut être capital libéré, ou doit peut être être libéré. libéré, ça aurait été une bonne réponse. Oui. Parce que quand je dis le capital doit être libéré pour le cas, ça c'est un minimum. Mais rien ne m'empêche de libérer intégralement mon capital. D'accord? Mais ce qui a faussé le jeu, c'est justement le verbe souscrire. Donc le capital ne peut pas être, il doit être. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? Oui, monsieur. Très bien. Il est divisé en parts sociales qui sont négociables. Est-ce qu'ils sont négociables? Non, monsieur. Non. En tout cas, ils ne sont pas librement négociables. Hein? Oui, monsieur, oui. يعني chacun عنده la liberté et négocier البار ديالو. Là, négocier, c'est-à-dire, est-ce qu'il peut les vendre? Ah, Est-ce qu'il peut les donner? Est-ce qu'il peut les échanger? Donc, c'est la négociation au sens large. Donc, dans une SARL, je ne peux pas. Je ne peux non, pas خاص لا négocier. Il faut l'accord des autres l'accord associés. des autres. Donc, il est divisé en parts sociales qui sont librement cessibles entre conjoints, ascendants, descendants et associés, sauf clause contraire des statuts. Nous ne sommes pas librement accessibles, monsieur. Mais on l'a dit, je vais peut-être juste vous rappeler quel diapo, mais on l'a dit. Hein. C'était dans la partie, voilà, ici, dans la session des parts sociales, je vous ai dit que les cessions de parts, ils sont en principe librement cessibles entre associés, parents, alliés, héritiers et époux, et que malgré cette liberté, il faut quand même revenir au statut pour vérifier s'il n'y aurait pas une clause d'agrément. Donc, c'est ce que j'ai essayé de vous dire à travers cette question. Donc, je voulais vous challenger sur ça. Donc, il est divisé en parts sociales, oui. Est-ce qu'ils sont librement cessibles entre conjoints? Oui. Ascendants? Oui. Descendants? Oui. Associés? Oui. Sauf clause contraire. Donc, c'était une bonne. D'ailleurs, c'était la seule. Monsieur, Oui. كون كانت في هاد لا كيسيون حدا ديك اسوندون ولا كونجوانت كان تيير غتكون غالطه. Patron Ralta, effectivement. D'accord. Donc là, je suis dans le. Donc, c'était la seule bonne réponse. Bien. Alors, les apports. Donc, nous avons traité les apports dans la SARL. Alors, première question, ils sont en principe faits en numéraire ou en nature. Deuxième question, ils peuvent être effectués en industrie dans certaines conditions. Les apports en numéraire peuvent être déposés dans les 15 jours de leur réception chez un notaire. Les apports en nature ne font pas l'objet d'une évaluation par un commissaire aux apports. Les apports en nature peuvent, dans certaines conditions, faire l'objet d'une évaluation par un commissaire aux apports. Alors, commençons par A. Sont en principe faits en numéraire ou en nature. Je vous écoute. Oui, monsieur. Oui, très bien, bonne réponse. Ils peuvent être effectués en industrie dans certaines conditions. Oui. Oui, monsieur. Très bonne réponse. Les apports en numéraire peuvent être déposés dans les 15 jours de leur réception chez un notaire. Faux. Faux, très bien. Pourquoi c'est faux? 8 jours. Donc déjà, 8 jours. Deuxième raison. Ils doivent et pas peuvent. Et 3, pas forcément chez. Monsieur, chez la banque كنمشيو نحطهم في compte bancaire ديال l'entreprise. Donc par exemple, si le jour de l'examen, je vous dis
les apports en numéraire peuvent être déposés dans les 8 jours. راكي جاوبتيه اسمح لي يا أستاذ. راكي جاوبتيه. Donc, si le jour de l'examen, vous avez les apports en numéraire peuvent être déposés dans les 8 jours de leur réception dans un compte bancaire. Est-ce que c'est une bonne réponse? Non, c'est doivent. C'est faux, monsieur. Très bien. Très bien. Et si je vous dis les apports en numéraire doivent être déposés dans les 8 jours de leur réception dans un compte bancaire? Juste. C'est vrai. C'est une bonne C'est réponse. vrai. Très bien. Alors, D. Les apports en nature ne font pas l'objet d'une évaluation par un commissaire aux apports. C'est faux. Faux. Très bien. Faux. واش فaux ولا faux? Faux. Ok. Les apports en nature peuvent, dans certaines conditions, faire l'objet d'une évaluation par un commissaire aux apports. Oui. Oui, juste. Très bien. Si, c'est juste. Écoutez, je suis très content parce que vous avez très bien saisi. Hein. Je suis content pour vous. Merci, merci. Non, non, mais sérieux, vous avez répondu correctement à toutes les questions. Je suis très satisfait. Monsieur, اسمح لي قبيله نسيت المايك. C'était juste pour plaisanter. Allez, 14. Les conditions de fond de la désignation des gérants sont les suivantes. A. Le gérant est une personne physique. B. La capacité commerciale n'est pas requise. C. Le gérant est choisi parmi les associés. D. Le gérant peut toujours cumuler ses fonctions avec un contrat de travail. E. Le gérant peut, dans certaines conditions, cumuler ses fonctions avec un contrat de travail. C'est vrai que ce dernier point, je ne l'ai pas traité avec vous, mais vous verrez que c'est aussi une question de bon sens. Donc, je pense que vous allez répondre à la question. Alors, A. مسيو واش هاد البارتي ديال لو جيرون واش اللي كي زعما في داك لو كا ديال شي واحد كيبيع الفون كوميرس ديالو شي جيرون كياخدو بلاصتو. Là, c'est-à-dire je suis gérant et en même temps je suis salarié, qui a touché un salaire et gérant. داكور. مثلا نتوما مستقبلا ملي يكون شي واحد فيكم اكسبير كونطابل وغادي يفتح شي كابيني وغادي يكون جيرون du cabinet. Donc il peut être gérant de la SARL et salarié en même temps. داكور مسيو. Ah oui, monsieur. Alors, première question, le gérant est une personne physique. Oui, Juste. vrai. Très bien. La capacité commerciale n'est pas requise. Oui. Non. Le gérant est choisi parmi les associés. Non, peut-être tiers aussi. Oui. Pardon? Là, c'est faux. Peut-être un Parce que, tiers si vous aussi. dites, parce que si vous dites il est choisi parmi les associés, ça veut dire qu'il ne peut pas être choisi parmi les tiers. Or, on a dit que le gérant il peut être choisi en dehors des associés. Allô? Oui, monsieur. Est-ce qu'il peut toujours cumuler ses fonctions avec un contrat de travail? La réponse est non. Mais le gérant peut, dans certaines conditions, cumuler ses fonctions avec un contrat de travail. Donc, c'est la dernière. Hein. La bonne réponse, c'est la dernière réponse. Alors, le mandat, c'est-à-dire que quand je nomme un gérant, le mandat du gérant, il peut prendre fin dans les conditions suivantes. Quand le mandat arrive à son terme. Vrai, faux? Allô?
Monsieur, ما عرفناش ما درناش هاد لابارتي. Là, logiquement. Vrai. Vrai. Les associés révoquent le gérant à la majorité qu'ils choisissent. Allô? Oui, vrai. Quand on a- Là, c'est pas vrai. Fin de là. درنا مع لا جيرونس. Non. Donc, mais à la majorité qu'ils choisissent, mais il faut absolument réunir 3 quarts, 75%. les 3/4 du capital social. Donc, c'est pas bon. Si le gérant est révoqué sans juste motif par les associés, il n'a pas droit à des dommages et intérêts, c'est faux. C'est-à-dire que quand un gérant a été révoqué sans qu'il y ait une raison, il peut, donc c'est la réponse, il peut la finir. Si le gérant est révoqué avec juste motif, si le gérant est révoqué sans juste motif par les associés, en principe, il n'a pas. Il a droit à des dommages et intérêts. Donc là, c'est exprimé avec, il a pris une forme négative, donc il n'a pas droit à des dommages et intérêts, donc ce n'est pas une bonne réponse. Tout associé peut demander la révocation du gérant en justice pour cause légitime, c'est-à-dire quand il y a une raison, tout intéressé, tout associé plutôt, peut demander la révocation du gérant en justice. Je vous écoute. Le gérant n'a pas le droit de démissionner. Vrai. Est-ce que Non, c'est faux. c'est faux, puisque je suis un gérant, donc je peux démissionner. C'est vrai que la démission ne doit pas intervenir dans des conditions, comment dire, c'est-à-dire il ne faut pas causer un préjudice à la société. Donc imaginez que vous soyez un expert comptable, que vous êtes gérant d'un cabinet d'expertise comptable et vous démissionnez le mois de mars. Donc là, c'est clair que vous allez causer un dommage au cabinet parce qu'on a besoin de vous justement pour signer les bilans, pour les certifier, pour les valider, pour les établir. Justement, le mois de mars, pour un cabinet d'expertise comptable, les 3 premiers mois de l'année civile, ce sont des mois qui sont importants. Donc, je ne peux pas, en tant que gérant, démissionner à un moment, c'est-à-dire que je le fais intentionnellement pour causer un préjudice à la société. Ben, écoutez, c'est excellent, ça veut dire que vous avez répondu finalement à toutes les questions en relation avec... Monsieur, Oui? monsieur, elle n'a pas le droit de démissionner ou d'acquitter. Le secrétaire veut être Là, j'ai dit qu'il n'a pas il a le droit de démissionner. Il ne faut pas choisir un moment pour causer un préjudice à la société. C'est-à-dire, en fait, comme l'exemple, un expert comptable qui démissionne le mois de mars. Monsieur, ولكن مثلا إلا مرض ولا شي حاجة يعني شي حاجة Oui, Yes, la bien. période fiscale. Oui, bien sûr. S'il y a une raison pour démissionner, ben oui, c'est pour ça que dans l'absolu, il a le droit de démissionner. Après, si moi j'apporte la preuve que vous l'avez fait pour me causer un dommage, eh ben, je peux demander des dommages et intérêts. D'accord, monsieur, merci. Bon, allez. Alors, bah, écoutez, je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que vous estimez que c'est bon? Monsieur, Oui. monsieur, كنتي قلتي لنا تصحح معنا ديال 2018 حيت عندنا فيه واحد لا كاس. واخا انا ما بقيتش عاقل على ديال 2018. alors ce qu'on va faire, vous allez poser la question. Imagine. Oui. Vous posez la question وعطيني les propositions اللي عطيتكم. D'accord, monsieur. Alors يلا عطيني la question. Le droit commercial a comme caractéristique d'être un droit souple avec un tournalisme assoupli, un droit à caractère Alors, international. droit souple. Ensuite,
Un droit à caractère international. International. Toutes les options sont fausses. Toutes les Toutes les options sont fausses. شحال من option كاينه أنا نزيد الرابع. Un droit rigide et formaliste. rigide et formaliste. Et au 3, il y a Oui. aucune option. Très bien. Donc déjà, ça, c'est pas mon examen, donc c'est pas moi. D'accord? Alors, à votre avis, dites-moi, droit souple, Avec un formalisme assoupli. oui, à votre avis, est-ce que c'est un droit souple? Non. Donc, si vous dites non ici, c'est que là, c'est une bonne réponse. Est-ce que vous me suivez? S'il n'est Oui. pas souple, c'est qu'il est rigide. Oui. Et sa rigidité, pourquoi il est rigide? Parce qu'il y a un formalisme. Oui. Oui, monsieur. Alors, donnez-moi un exemple qui prouve que justement le droit commercial est un droit formaliste. Donnez-moi un exemple. L'exemple, c'est par exemple quand j'ai traité avec vous le contrat de vente d'un fonds de commerce. Oui, monsieur, là, quand une des mentions ناقصة ولا هذا. Je vous ai dit que dans le contrat de vente, il y a un certain nombre de mentions qu'il faut absolument, n'est-ce pas? Il faut absolument faire figurer dans le contrat, Devant. sinon il y a des sanctions. Donc, vous voyez bien qu'il y a une certaine rigidité. Un autre exemple, par exemple, un chèque, dans un chèque, il faut que le bout de papier porte un certain nombre de mentions qui sont obligatoires. Si vous prenez une lettre de change, idem, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un certain nombre de mentions obligatoires. Donc, il reste un droit rigide et formaliste, ce n'est pas un droit souple. Droit international, ça dépend. Est-ce qu'on est dans un droit, dans le droit commercial marocain? Est-ce qu'on est dans le droit commercial de manière générale? En tout cas, le caractère international, j'ai un penchant pour dire oui, c'est un droit international. Pourquoi, par exemple, si on prend notre code de commerce, dans notre code de commerce, il y a un livre 5 qui traite des entreprises en difficulté. Et dans le traitement des difficultés d'entreprise, il y a un volet justement qui est dédié à l'international. Allô? Oui, monsieur. Mais aucune option, non. Droit souple, non. Donc ça, c'est... Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur, نقول لك les autres questions أخرى هاد الامتحان ماشي ديالك حيت حنا نبغي نشوف بوليكوب ديال لونسومبل ديالنا يعني سحب لي ديالنا. C'est pas grave. حيت l'ensemble d'eux, je pense كان قرا شي حد اخر قبل ما جيت انايا الكاس. Ah, d'accord. Est considéré comme activité commerciale. La pêche, l'agriculture, la commission, le courtage. Activité commerciale. Là, la réponse est l'article 6. سمعتيني؟ Oui, monsieur. Donc, pour répondre à cette question, vous allez consulter l'article 6. Donc, si vous voulez réviser, donc, vous allez vous connecter. Donc, vous mettez Adala Justice. Adala Justice, vous avez les textes juridiques. Et dans les textes juridiques, vous avez la matière commerciale. Et dans la matière commerciale, vous avez le code de commerce. Et dans le code de commerce, vous avez l'article 6. Je pense que c'est la première question que nous avons traitée, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Donc, vous verrez qu'il n'y a pas d'agriculture. Donc, l'agriculture, ce n'est pas une bonne réponse. Vous verrez que la pêche aussi, ce n'est pas une bonne réponse. Donc, Par contre, voilà, courtage et commission, vous l'avez ici. C'est bon? Oui, monsieur. Allez, question suivante.
Un entrepreneur construit un immeuble en copropriété en vue de sa revente. Cet acte de construction est un acte de commerce mixte, un acte civil, un acte de commerce par accessoire, un acte de commerce par nature. C'est un acte de commerce par nature. Z, ensuite. Monsieur X achète une voiture utilitaire pour transporter des produits agricoles produits par sa ferme et qui sont destinés à sa propre consommation. Cet acte de transport est un acte de commerce par nature, acte civil, acte de commerce par accessoire, acte de commerce mixte. Accessoire. Accessoire, par accessoire. أنا اللي وليت دابا كندوز في الامتحان. Le locataire a droit au renouvellement du bail après une jouissance consécutive de 6 ans, 4 ans, 2 ans, 8 ans. 2 ans. 2 ans. Ça fait, monsieur. شكرا. نجحت. Bravo, monsieur. غنحمروا لك وجهك. نعم. غنحمروا لك وجهك. لا مزيان بعدا نتوما اللي كتحضروا je suis sûr que vous aurez une bonne note زعما. Monsieur. Inch'Allah. Oui. Monsieur. Là, parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. تبعتوا معايا depuis le début, donc il y a pas de raison pour ne pas avoir une bonne note. مسيو غير تعاون معنا في الاكزام الله يرحمك الوالد. لا راه لي زيكزام ديالي من نهار جيت للدار البيضاء لي زيكزامان ديالي غير اللي بغى يسقط. كانوا لي ساهلين صراحه. هو جاي من الدار كيقول يا ربي نسقط هاد السي غريب. ان شاء الله تقررنا شي في اس 5.